Bonjour et Bonjour, bienvenue. Merci. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Puis vous allez nous offrir, comme je disais, plus de précisions sur ce jour. Puisque, alors, comment pourriez-vous expliquer brièvement en quoi ce jour est important pour les États-Unis? Alors, c'est important pour les États-Unis parce que c'est le jour où tous les Afro-Américains ont obtenu leur émancipation. Alors, avant, il y avait émancipation à partir de 1863. Le 1er janvier 1863, le décret de l'émancipation a été signé. Ensuite, le 31 janvier de la même année, donc ça a été mis en vigueur, mais il a fallu attendre encore 2 ans pour que les personnes de Galveston, au Texas, soient émancipées, soient libérées, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas l'information. Donc, il y a le général, Major Gordon Granger, qui est venu, qui s'est rendu au Texas pour leur annoncer cette nouvelle. Alors, il leur expliquait qu'à partir de cette date-là, ils n'avaient plus à se rendre sur les plantations s'ils ne voulaient pas, ou alors ils pouvaient engager des discussions avec les maîtres de plantation, qui n'étaient plus les maîtres, mais qui étaient devenus les patrons, et leur demander de leur signer des contrats pour lesquels ils seraient payés, puisque pendant plus de 400 ans, les Afro-Américains n'ont pas... c'est ça le principe de l'esclavage, on n'est pas payé pour le travail, simplement une petite ration de nourriture qui peut à peine faire survivre, faisait à peine survivre les esclaves. Donc... J'aimerais bien vous poser une question, si tu permets, Roger. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on pouvait être considéré, est-ce qu'il se sentait vraiment free, libre? Non, pas vraiment, parce que c'était, si vous voulez, le patron, le maître était devenu patron. C'est tout. C'était ça la différence. Et donc, ça a été remplacé par du métayage, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici sharecropping, où assez souvent, l'Afro-Américain avait un petit lopin de terre, il travaillait toute l'année un peu à sa guise parce qu'il n'avait pas les contraintes de l'esclavage, mais il devait produire pour nourrir, si vous voulez, la famille du maître. Voilà, le maître, la plantation, on se servait encore de son travail. Mais il avait son petit lopin de terre, tout petit, où il pouvait lui-même cultiver, des fruits et légumes pour survenir à ses propres besoins. Mais ce n'était pas la liberté totale comme on le laisse penser. Voilà. Et puis ensuite, tout après, donc il y a eu une période qui est la période de la reconstruction, où les hommes noirs avaient le droit de voter et même le droit d'être élus. Mais toute cette période de reconstruction a duré seulement 7 ans, 7-8 ans. Et après la période de reconstruction, dans les années 1870, il y a eu une période de répression extraordinaire. C'est un petit peu le rythme des États-Unis, c'est que les Afro-Américains font 2 pas en avant et ensuite quelques pas en arrière. Et c'était ça exactement ce qui s'est passé. Dr Marlène, vous avez parlé un peu de comment ça a pris 2 ans, donc ça a pris un peu de temps avant que cela ne soit reconnu. Mais quel défi reste à surmonter en matière d'égalité, de la justice raciale ici aux États-Unis? Aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme je disais, donc, dans les années déjà 1870, le maître était devenu le patron. Et ce système continue, si vous voulez, parce que la plupart de ceux qui sont des employeurs sont jusqu'à maintenant des Blancs, des Européens américains. Voilà. Évidemment, vous avez beaucoup d'Afro-Américains qui ont leurs propres entreprises, etc. Les choses ont évolué, mais la grosse majorité de ceux qui emploient les Afro-Américains sont des Blancs. Le système est tel que les barrières que les Afro-Américains ont à souvenir, ce sont par exemple les prêts au niveau des banques, donc pas de prêts, souvent très peu de prêts ou pas de prêts. Pas de prêts. Voilà. Très peu si vous voulez, propriété, de patrimoine. On avait promis à l'issue de l'esclavage qu'il y aurait eu 40 acres, mais ça n'a jamais été une mule et ça n'a jamais été mis en place.
Ce système n'a jamais été mis en place. On avait promis aussi un certain nombre de choses qui n'ont pas vraiment eu lieu. Et est venue la Seconde Guerre mondiale. Et durant la Seconde Guerre mondiale, donc après la Seconde Guerre mondiale, les soldats rentrent aux États-Unis. Et il y a ce qu'on appelle la GI Bill, c'est-à-dire une loi qui donne aux soldats qui reviennent de la guerre, ils ont donc la possibilité d'obtenir une maison, de devenir propriétaire. Mais ça s'est appliqué seulement aux Blancs. Aux Blancs. Et ça on comprend bien, Dr Suffolk. Mais dites-nous un peu aujourd'hui, quelle est aussi la manière, enfin parce que je parle beaucoup aux amis afro-américains aussi qui se posent toujours cette question, la meilleure manière de commémorer même et honorer Juneteenth aujourd'hui? Alors, Juneteenth, il faut d'abord rendre à César ce qui appartient à César. Il faut parler de Madame Opal Lee. Madame Opal Lee, c'est une grand-mère afro-américaine qui s'est vraiment battue pour que ce jour soit reconnu et que ce soit une journée fériée, chômée. Et elle a d'ailleurs, à l'âge de 80, je pense qu'elle avait 84 ou 85 ans, chaussé ses baskets et elle a fait la grande marche depuis le Texas jusqu'à Washington pour présenter justement le Juneteenth comme étant une journée valable à être chômée et fériée. Et donc, Madame Opal Lee, c'est un nom à retenir. Ah ouais, Madame Opal Lee. Il faut qu'on se rappelle de ça, Madame Opal Lee. Opal Lee, donc récemment. Tout récemment. Et c'est donc ainsi que le président, d'ailleurs elle était présente quand le président Joe Biden en 2021 a fait passer ce décret que Juneteenth soit une journée fériée.